150 jours sans gouvernement. Voilà, on n'a pas de gouvernement, mais l'entrepreneur, est-ce que ça change quelque chose pour vous, ça, qu'il n'y ait pas de gouvernement? Je crois qu'on est encore loin du record, donc on est encore... Je sais plus à combien il était. Je sais plus à combien il était. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que là, ils sont même pas en période d'essai. Là. Exactement. C'est la grande difficulté, c'est que dans le mot indépendant, il y a le mot indépendant. Et donc, appeler à l'aide n'est pas toujours évident quand c'est en difficulté et bien souvent quand il est trop tard. Et donc, nous, notre gros travail, notre mission, c'est d'arriver au bon moment pour dire « Ok, on est là pour faire un bout de chemin avec toi ». L'antivol qui existe pour le moment, il suffit d'avoir un aimant. Ah, ok. Et on peut l'enlever, donc il suffit d'acheter un aimant sur internet et on enlève la plupart des antivols. Même si voilà de l'info utile, un bête aimant sur internet et... J'en ai plein. Tu as livré du matériel à un client qui ne marchait pas, espérant qu'il ne regarde pas trop, qu'il signe, qu'il paye la compte pour pouvoir développer le matériel qui marchait et lui livrer. Donc on l'a fait tout à fait consciemment. Et en fait, pour moi, c'est même éthique en fait, parce que si on ne le faisait pas, on était mort. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Talk. C'est une thématique très spéciale. Aujourd'hui, on va parler de quand ça va mal. Donc, quand plus rien ne va, quand on part en faillite, quand il n'y a plus d'argent, qu'on ne sait plus payer le payroll le mois prochain. C'est un des grands sujets tabous de l'entrepreneuriat. Les gens ne veulent jamais en parler. D'ailleurs, pour créer cette émission aussi, on a eu beaucoup de refus. Ça se comprend. Les gens n'ont pas envie d'être associés, on est encore stigmatisés. Les gens n'ont pas forcément envie de partager ça. Je veux ici beaucoup remercier deux entrepreneurs exceptionnels qui ont accepté de venir à partager leur témoignage. Et vous allez voir que quand on parle de faillite, c'est très dur, mais il y a des sorties, il y a parfois de belles aventures qui naissent de ça. Donc ça peut être une émission des primes, mais on va en tout cas parler de tout. Merci beaucoup à Wallonie Entreprend de soutenir ce projet. C'est grâce à eux, sans eux cette émission n'existait pas. C'est même eux qui nous ont conseillé cette thématique-là. Et franchement, ça aussi c'est courageux parce que beaucoup de fonds préfèrent parler des dossiers qui performent que de ceux qui vont moins bien. Donc très bonne émission à vous. Merci à Wallonie Entreprendre. Merci aux entrepreneurs qui ont accepté de participer à cette émission. Donc bienvenue dans ce nouvel épisode du Talk, c'est déjà le numéro 4, merci à vous d'être là. Ravi, incroyable. D'abord, on va commencer par toi, Léopold Colson, vice-manager au Wing et chez Wallonie Entreprendre. Sans toi, cette émission n'existe pas, sans Wallonie Entreprendre, on peut déjà l'applaudir, ouais, bravo, évidemment. Donc toi, ton job, c'est quoi ? Moi, on trouve des projets dans lesquels on investit pour les aider à se développer, principalement de start-up. Le ticket moyen ? On investit entre 100 000 et 15 millions, donc le ticket moyen est difficile à quantifier. On retiendra 15 millions. Thomas, tu es business manager aussi au Skill Fund. Ouais, effectivement, et Business Angel à côté. Et notre ticket, ça va être de 120 à 1,2. Ok, donc toi aussi tu investis dans les startups, elles viennent, on voit sur les slides sur votre site que... Je pense qu'on va chercher surtout. Vous allez chercher des startups et vous essayez de développer leur croissance comme tous les fonds évidemment, vous avez une équipe là-dessus. De bosser avec eux, clairement. Alors aujourd'hui on a deux entrepreneurs incroyables qui sont avec nous, mais vraiment merci du fond du cœur d'avoir accepté, parce que les sujets qu'on va aborder aujourd'hui sont des sujets parfois difficiles, on va parler de quand tout va pas toujours très bien, comment on fait face à l'adversité et toutes les options qui sont possibles, parfois on résiste et on arrive à décoller et parfois c'est la faillite. J'ai moi-même liquidé une précédente boîte, donc je suis aussi passé par ce genre de chemin. Christian de Renova, toi tu maîtrisais la locomotive, il n'y avait aucune data, ça t'énervait et t'as dit... C'est ça, moi mon objet connecté c'est une locomotive, okay. Et on en a connecté 3000. Ok. C'est pas rien, ok, mon collectivité c'est une locomotive, t'es calmé. Et toi Antoine, t'es chez Poppy aujourd'hui maintenant, t'es Head of Marketing. Et avant ça, il n'y a pas si longtemps que ça, t'avais une startup qui voulait révolutionner l'enseignement auprès des jeunes et la transmission de savoir. Exactement, donc on a créé une application de partage de podcasts éducatifs entre étudiants qui n'existe malheureusement plus aujourd'hui et c'est ma raison d'être aujourd'hui. Yes, d'être venu. Merci d'être venu. Ouais. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. C'est vraiment le sujet de l'émission, on va en parler après, mais comme on ne se connaît pas encore assez, on va commencer par une petite, par une rubrique où on va à la rencontre de l'actualité et quand vous avez envie de réagir, vous appuyez là-dessus. Le but c'est que ce soit le bordel et qu'on entende une cacophonie, donc n'hésitez pas. Ouais, quand... on s'est compris. On s'est compris. Attention, première image, je vais aller très très vite. Ok, donc c'est Musk évidemment et Trump, cette alliance, on l'aurait pas vu venir, elle existe. Ils ont annoncé aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont annoncé cette nuit? Ils viennent d'annoncer qu'il va y avoir une cellule qui va cleaner un peu les finances de l'État. Et je pense que c'est génial. J'ai déjà envoyé à 2-3 groupes, surtout en Web3, parce que voilà, Trump c'est quand même le gars pour la Web3.
Et ça me fait penser à ce qui s'est passé à Uccle il y a quelques jours, où la ville a installé des rails pour vélo, et puis le bourgmestre a décidé qu'il faut les enlever. Ça coûte beaucoup d'argent. C'est moi, en tant que jeune, je perds un peu mon intérêt dans la politique parce que je me dis, bah voilà, c'est ça qu'on fait, c'est pas efficace. Et quand j'entends une initiative comme ça, le gouvernement, c'est pas différent d'une start-up. À mes yeux, il y a de l'argent, il y a des gens avec des compétences et tu dois les allouer de la meilleure manière possible. Et je pense qu'on est tous d'accord que c'est pas ce qui arrive aujourd'hui, ou en tout cas depuis quelques années dans la politique. Ok, merci Christian. Évidemment, ça c'est le truc sexy. Un entrepreneur qui va aller faire que le gouvernement entreprend comme une entreprise, c'est aussi un peu flippant parce que c'est Trump et Musk. C'est quoi toi t'as une input là-dessus? Trump, il est assez fort sur les analyses de premiers principes, donc les first principles, comme il dit. Donc je pense qu'il va pas forcément voir ça comme une start-up, mais vraiment il va se poser les questions fondamentales. C'est quoi le rôle du gouvernement? Comment on peut le rendre plus efficace? Et lui, il a donc deux entreprises fortement confrontées au gouvernement, SpaceX et Tesla. Tesla pour les crédits d'énergie et SpaceX pour les contrats avec la NASA. Et donc il a une expérience assez intime de c'est quoi de travailler avec le gouvernement et c'est quoi la concurrence et l'efficacité qu'on pourrait obtenir si ça marchait mieux. Ok, et donc ça vous fait pas flipper du tout? Non. Si, quand même. Si, mais là où, sur le principe de base, j'adhère à l'idée de cleaner, de réorganiser les choses, la mixité entre l'entrepreneuriat et la politique, pour moi, la frontière n'est toujours pas claire et je pense que ça peut vraiment apporter des vrais dangers dans certains cas. Et on sait que les deux personnages sont déjà extravagants et donc voilà, on a quand même quelques réserves sur ce que ça va donner, quoi. Tout doit se faire correctement et je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Mais par contre, quelque chose qu'il faut vraiment, par exemple, savoir, les démocrates ont longtemps repoussé Elon Musk pour Starlink. Par contre, ils veulent mettre pour 4 milliards de câbles pour aller donner de l'Internet dans des zones rurales. Est-ce que c'est justifiable? Je pense que tout économe dirait non. Des très beaux câbles, hein, Thomas. Des très beaux câbles. Entrepreneur Louis de Spentis nous dit il y a quelques jours sur LinkedIn, 150 jours sans gouvernement. Voilà, on n'a pas de gouvernement, mais l'entrepreneur, est-ce que ça change quelque chose pour vous, ça, qu'il n'y ait pas de gouvernement? Alors moi, pardon, il faut appuyer. Alors moi, étant français, donc de France, une fois, j'entendais sur une radio française, ce serait bien qu'on ait comme la Belgique, pas de gouvernement pour comment on décide pas mal. Donc un des avantages de la situation, c'est comment on décide pas mal. Ok, parfait. Antoine, tu veux dire quelque chose? Oui, je crois qu'on est encore loin du record, donc on est encore... Je sais plus à combien il était. C'est ça. C'est-à-dire que là, ils sont même pas en période d'essai, là. Exactement. Ils sont précis. Ok. Manager de l'année, très super organisation et tout, mais qu'est-ce qu'on voit devant nous? Que des hommes d'une même typologie, c'est des hommes, ils sont blancs, ils ont un certain âge. Qui veut dire quelque chose là-dessus? Je pense que le principe de mixité et d'inclusion doit quand même être respecté dans tous les cadres. Et c'est vrai que c'est un peu dommageable, même si ça reflète une réalité aussi, qu'il y a peu de femmes entrepreneurs ou peu de diversité dans l'entrepreneuriat, en tout cas dans les top CEO. Et donc, voilà, c'est un peu les deux éléments à mettre en exergue. Et je pense pas que ce soit des quotas qui vont résoudre, mais l'environnement, que ces hommes ont le pouvoir de changer, je pense que c'est là que ça doit changer. Et que nous tous aussi, on est aussi 5 gars, faut le dire. C'est à nous d'inviter les bonnes personnes et de s'assurer qu'on donne une voix aux femmes, quoi. Ce que j'allais dire, j'ai beaucoup critiqué ce matin parce que c'est mon boulot, mais aujourd'hui on est 8 invités, c'est la première, toutes les émissions qu'on a faites avant, il y a toujours eu une mixité parce qu'il y avait des entrepreneurs incroyables qui sont venus, d'abord parce qu'elles sont bien, et cette fois-ci on l'a pas réussi, donc je suis très critique quand un énorme bazar comme ça, je dis c'est pas possible, des managers de l'année, il y a des managers de l'année incroyables, tu dois les chercher, mais j'avoue que parfois je faillis aussi, aujourd'hui c'était ça, et je voulais le mettre aussi pour le dire, mais que le spectateur nous voit et voit 5 mecs en train de dire ah oui c'est vraiment pas bien ça et qu'on se met dans le miroir aussi. Merci pour votre point de vue. Et là le dernier va vous montrer le monde dans lequel on vit maintenant, qui est le monde, le monde capitaliste, voilà. Les ouragans font gonfler les résultats de Home Depot, c'était le titre de l'Écho hier. Voilà, qui a envie de dire quelque chose là-dessus? Comme le Covid a fait gonfler les revenus des pharmaceutiques, hein. Tout à fait, hein. Et je veux dire ça, est-ce que c'est mal, est-ce que c'est pas mal? Je pense que ça vaut peut-être pas, en tout cas pour moi, trop d'attention, c'est inévitable, c'est comme ça. Peut-être qu'eux peuvent rendre quelque chose à la communauté en faisant quelque chose de bien, hein, pour les gens qui ont été touchés par les ouragans, clairement, mais est-ce que c'est mauvais ou mal? C'est une conséquence.
Ok, parfait. Mais ce titre que tu listes là, non, alors les analystes ont dit que pour une saisonnalité compliquée cette année, c'était ça, tu vois, le langage était là. Waouh! Et c'est vrai que les ouragans font gonfler, que le truc, voilà. Mais c'est comme ça. Parfait. Merci beaucoup pour ce premier round. On peut vous applaudir. On peut s'applaudir. Ouais, on est comme ça. Et maintenant, sans plus attendre, Fabien Delax va venir. C'est l'expert, notre expert LinkedIn à nous. Il va venir prendre un sujet, prendre quelqu'un ici autour de la table, exposer sa nullité en LinkedIn et lui montrer comment s'améliorer. Pour le 1 post par an que je fais. Mais c'est celui-là qui a des prix. Ouais. Celui-là qui a des prix. Bonjour tout le monde. Bonjour, c'est Thierry. J'espère que ça se passe bien jusqu'ici. Donc aujourd'hui, j'ai changé un tout petit peu le concept. Hein. On s'est concerté avec Thierry. On a juste décidé de faire une seule victime. Donc j'ai choisi quelqu'un parmi vous et j'ai refait en fait son profil LinkedIn. Donc c'est plutôt sympa en réalité. Oui, ça c'est moi. Exact. Alors qui sera l'élu? Ouais. Roulement de tambour. Oh là là. C'est tombé sur Christian. De Christian qui a l'air d'être un mariage. C'est une photo. Oui, qui, c'est ça. Okay. Et puis surtout, on voit, il n'y a pas de bannière. Voilà, on comprend. Il y a des trucs qui sont pas trop mal quand même. Hein, et on voit qu'il est CEO chez Renova. Ça, c'est plutôt pas mal. Et donc, en fait, je me suis amusé à refaire le profil, en tout cas les 3 éléments les principaux du profil, qui sont cette bannière, la photo de profil, la partie description, et il y en a une 4e, c'est la partie sélection qu'on voit ici. Alors, t'es prêt? Je te montre à quoi ça pourrait ressembler. Le background, j'aurais pu faire mieux. Le background, j'aurais pu... Ah ouais, non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas du tout. Et voilà. Allez, bravo, mon Dieu. Oui. Moi, je connecte. Ça envoie déjà plus, hein. Les partenaires à droite en haut. Alors, on aurait pu un petit peu faire mieux. J'ai pas trouvé de meilleures photos. Mais bon, quand on regarde le profil, on voit qu'ici, on va avoir... on va attendre que ça se réaffiche. Voilà, une bannière où on a la proposition de valeur de Renova. Le petit logo, un petit call to action, hein, make your trains great again. Je trouvais ça. C'est toi qui as écrit ça ou c'est vraiment ça? Ah, ok. Non, la vraie, ça vient du site web, le gros texte, et puis le petit c'est moi. Ensuite, on a changé la photo de profil, on a mis un petit background qui est en fait qui va avec l'identité visuelle de la marque. J'ai changé la photo, je l'ai prise. Alors, je pense qu'il faut toujours prendre une photo où on s'est mis comme on va au travail, et je pense que tu vas plutôt avec des chemises comme tu as mis aujourd'hui. Je mets des hoodies assez souvent. Ouais, ok, ça marche. Donc ça colle, quoi. Mais surtout, ce qui était important, c'est que tu as un sourire où on ne montre pas les dents. Hein. J'ai déjà dit dans une émission précédente, quand on montrait les dents sur sa photo de profil, on a l'air moins compétent que quand on sourit sans les dents. Voilà, ce sont les études, hein, c'est pas moi qui le dis. Ensuite, on a réécrit un petit peu la partie info où on voit... en fait, on appuie un petit peu sur le problème que va régler... Bon, j'ai inventé, hein, parce que je ne connaissais pas, donc sur le problème que peut régler la boîte. Donc ici, on a mis un train, un train à l'arrêt pendant une semaine, ça coûte 1 million d'euros pour l'opérateur. Donc Renova a développé des solutions qui permettent de réduire ce temps et cette maintenance. Et donc voilà. Donc faudra élaborer évidemment, mais c'est juste l'accroche. On voit aussi que j'ai changé un tout petit peu le titre de profil. Donc CEO at Renova, j'ai laissé. Et puis j'ai mis We make your trains last longer and ride more. Ce qui peut, j'imagine, faire partie des avantages. Beaucoup plus orienté bénéfice. Oui. Tout à fait, s'orienter vers le client, c'est exactement ça. Et puis alors, enfin, la sélection où là, toi, pour le moment, tu as mis des posts qui ont bien marché, donc c'est bien, c'est de la preuve sociale, mais sur LinkedIn, par contre, il date un petit peu. J'ai vu, c'était 2022, d'ailleurs, on voyait la date dessus. 2022. Christian, allez. Et on est presque en 25. Et donc, j'ai remplacé par des call to action. Un pour la proposition de valeur vers la landing page de Renova. Et le second, si tu recrutes, par exemple, tu peux mettre un lien directement vers la page des jobs. Pour résumer, si on compare les deux, donc on a quelque chose qui donne quand même un tout petit peu mieux à droite. Hein, on est d'accord, on peut s'arranger après si tu veux. Et pour terminer, je vais laisser mes petits conseils du jour. Yes. Donc 3 éléments importants sur un profil LinkedIn, c'est la bannière, être clair sur la proposition de valeur. On utilise l'identité visuelle de la marque, comme ça, on imprime déjà un petit peu tout ça dans la tête du client, dans la tête du prospect, dans la tête du candidat potentiel. Une section à propos qui va inspirer, où l'objectif, c'est de raconter un petit peu son histoire, sa proposition de valeur et d'amener les gens vers sa boîte. Et puis enfin, on termine par une section sélection qui, là, permet de mettre des liens et donc d'amener les gens, de les faire sortir de LinkedIn vers son site internet. C'est tout pour moi. Incroyable, merci beaucoup. Christian, si tu pouvais cliquer, tu prends la nouvelle version?
Ah ouais, direct. Direct. Ouais. Allez, génial. Merci beaucoup. Fabien. Merci. Voilà, maintenant, on va passer à la partie qu'on attend un peu tous, rentrer vraiment dans le vif du sujet. Encore merci à nos entrepreneurs d'être venus aujourd'hui. On va parler de cette Death Valley, quand on en sort et quand on n'en sort pas aussi. Mais cette période, on parle beaucoup d'entrepreneuriat. Au début, on commence avec plein d'espoir et puis on se rend compte que ça va être plus dur que prévu, ça va être plus lent que prévu, les clients vont signer moins vite que prévu. Et donc là, il y a même des fonds qui sont spécialisés là-dedans. Le Scale Fund, quand vous avez sorti le Scale Fund, quand il a été créé, c'était pour dire voilà, on pense d'entrepreneurs qui sont là-dedans et on va les aider à les sortir et booster les ventes et à les faire redécoller. Et on va accueillir maintenant Sébastien qui est membre de la Pulse Foundation et qui aide toutes les entreprises justement quand elles sont passées par les casse-feuilles, les entrepreneurs plutôt, à rebondir. Sébastien, sois le bienvenu. Merci beaucoup d'être venu. Est-ce que tu peux nous... donc toi, ton job, comme tu dis, c'est quand c'est trop tard. Exact. Je veux au tribunal du commerce. Je suis en faillite, je déclare ma faillite, je ne sais pas la terminologie exacte. Et toi, tu es là pour l'après, le rebond. Exactement. Notre mission, c'est de répondre à la grande question. Et maintenant, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de ma vie perso, professionnelle surtout, puisque on passe d'un agenda qui est débordant à un agenda qui est ultra vide. Eh bien, nous, on est là pour faire la jonction. Incroyable. Et donc, toi, ça fait 2 ans que vous êtes... 4 ans, décembre 2020. 4 ans, pardon. Est-ce que tu as des chiffres à nous donner, des tendances à nous donner un peu sur... Est-ce qu'il y a de plus d'entrepreneurs qui viennent et qui font appel à tes services? Est-ce que tu peux nous donner un peu un point de vue avant qu'on démarre sur vos expériences personnelles à vous, un point un peu macro là-dessus? Oui, déjà des faillites, pour le moment, on a une hausse. On nous a annoncé un tsunami de faillites. Je ne sais pas si tu te souvenais, pendant la crise, c'était un tsunami de faillites qui devait arriver. Finalement, il y a eu 2 fois moins de faillites que prévu, puisqu'il y a eu tellement d'aides qui ont été distribuées à tous les indépendants pour passer cette crise, que finalement, on n'a jamais vu ce tsunami arriver. Et donc, on a un effet de rattrapage maintenant, et on compte que sur cette année, on sera facilement à 15 000 faillites. Mais effectivement, c'est la grande difficulté, c'est que dans le mot indépendant, il y a le mot indépendant. Et donc, appeler à l'aide n'est pas toujours évident quand c'est en difficulté et bien souvent quand il est trop tard. Et donc, nous, notre gros travail, notre mission, c'est d'arriver au bon moment pour dire « Ok, on est là pour faire un bout de chemin avec toi ». Ok, merci beaucoup. Antoine, tu vas rester avec nous dans le débat parce que tu vas nous éclairer d'histoire personnelle. Antoine, tu nous disais qu'on voit ces affiches partout. Oui, dans le tribunal, on la voit partout. Ouais. Toi, donc, tu avais une startup qui s'appelait EasyLabus. EasyLabus. Et raconte-nous un peu, c'était quoi le pitch? Alors le pitch très simple en une phrase, c'est une application de partage de podcasts audio éducatifs entre étudiants. Voilà. On se rend compte que je l'ai dit plusieurs centaines de fois. On a quand même duré quasiment 5 ans. Donc je sais qu'il y a le palier des 3 ans en général pour les entreprises qu'on a passé et puis qu'on n'a pas su tenir plus longtemps. T'as levé des fonds? On a levé des fonds plusieurs fois, donc d'abord du prêt convertible et puis de la dette, des fonds privés auprès de Business Angel, auprès de fonds publics aussi. Donc effectivement, c'est ce que je disais juste avant, le premier outcome et le premier insight que je peux avoir de cette expérience, c'est probablement le fait que j'ai pas pensé assez vite à comment j'allais faire de l'argent et mon modèle économique. Ça, c'est probablement la raison qui nous a précipité vers le fond. Et peut-être pour beaucoup d'entreprises, et peut-être plus pour des startups que des entreprises qui, dès le départ, pensent à leur business. Parce que tu disais d'abord, genre beaucoup d'utilisateurs, par exemple. Exactement. En fait, j'avais une... Et ça, c'est deuxième super truc important que j'ai pu apprendre, c'est que la Belgique, c'est petit. Bon, ça... On va me prendre pour un con, mais la Belgique, c'est tout petit. Et donc, le marché, par définition, est tout petit. Il y a 3 langues. Il y a 3 langues. Nous, on était focus sur les étudiants, 1, du supérieur, 2, francophone, 3. Donc là, on est vraiment tout petit. Et moi, je me suis dit, ouais, on va avoir tous les étudiants du supérieur francophone en Belgique. Même ça représente 250 000 personnes. Donc, même si on les a tous, la communauté n'est pas non plus incroyable. Et donc, moi, je me suis dit, on va créer une communauté incroyable. On va avoir tout le monde qui va utiliser notre app. Et puis, on verra pour les autres langues et les autres pays. Et on pensera à notre modèle économique plus tard. Long story short, c'est fini. donc, un peu compliqué. Ça, c'est un peu l'histoire. Et comment ça se passe quand, en effet, à un moment, tu vois, tu es une start-up, tu es dans les médias, tu fais dans des podcasts, tu es ravi de voir un journaliste. Comme je le disais, moi j'ai liquidé ma boîte, je courais après le journaliste, dès que je devais liquider, je répondais plus au téléphone, tu vois, je me cachais derrière en dessous de mon bureau, quoi. Comment toi tu as vécu cette période où tu sais que tu vas pas relever, par exemple, tu vois, que j'imagine que tu as essayé,
Et dans le tribunal, voilà, comment c'est passé pour toi C'était une période très compliquée pendant plusieurs mois. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles ça a été précipité. D'une part, il y a le fait comme on s'est rendu compte qu'on ne faisait pas de cash, on allait trouver notre modèle économique. Donc, pour faire très simple, on vendait des espaces publicitaires aux annonceurs. À partir du moment où on s'est dit qu'on allait se mettre là-dedans, pendant 1 an, on a vendu des espaces publicitaires et toute notre journée, à moi et mon associé, consistait à vendre des espaces publicitaires. C'est pas pour ça qu'on s'est lancé. On s'est lancé pour, comme tu l'as dit, créer un service qui allait servir aux étudiants. Et donc faire pendant 1 an du sales et de vendre des espaces publicitaires, ça ne nous plaisait plus. On a réussi à faire du cash, mais pas assez pour pouvoir continuer à maintenir le flow. Et puis on a eu un prêt public qui, à la fin du process, a rappelé son prêt, qui nous a précipité vers la faillite, pour faire très très simple et en version abrégée. Et comment est-ce que les investisseurs le vivent, ta relation avec eux? Alors moi, j'ai toujours eu une grosse transparence avec eux. Donc il y en a pour la plupart, on a quand même pas mal. Des business angels, on en a 8. Donc en Belgique, au Luxembourg. Et du coup, j'ai toujours été très transparent. On avait effectivement des feedbacks mensuels tous les mois où on envoyait un peu les résultats et ils étaient très, très au courant de tout ce qui se passait. Effectivement, ils vivent leur vie. Donc parfois, ils tombent un peu de haut parce qu'un mail ou deux qui passe à travers, ils arrivent avec le dernier mail qui dit « Bon les gars, ça va être compliqué ». Ils disent « Ah tiens, je ne savais pas ». Mais sinon, je pense, après je suis peut-être... j'ai peut-être une mauvaise idée de ma relation avec les investisseurs, mais je pense qu'ils le prennent très bien. Et on a choisi des investisseurs très intelligents en Belgique qui savent qu'ils font plusieurs investissements sur l'année ou sur 4, 5, 6 ans, peut-être 10, 15 investissements. S'il y en a 1 ou 2 qui performent bien, ça rattrapera les échecs des autres et peut-être une plus-value. C'est comme ça que ça marche. Ouais. Exactement. Ça fait plaisir d'entendre ça, quoi. Ouais. Je ne sais pas comment ça vous le vivez, la pression que les investisseurs ils peuvent mettre sur... les startups, ça ne peut pas toujours être positif, quoi. Non, c'est clair. Et bien que j'ai de plus en plus d'investisseurs qui nous contactent en disant « Ok, quelque part, on a un peu une responsabilité aussi vis-à-vis de ceux qu'on accompagne. Est-ce que tu ne pourrais pas rentrer dans la danse au moment où on sent que les carottes sont cuites pour justement amortir cette chute ?» Parce que l'objectif, c'est ça. Je veux parler à ces gens-là, moi. C'est beau. Les faillites, elles existeront toujours, puisque quelque part, c'est une question de vie et de mort qui permet justement d'entretenir le dynamisme de l'écosystème. Mais l'objectif, c'est d'avoir le moins de dégâts possible à la sortie et notamment de permettre un atterrissage le plus en douceur possible. Et ça veut dire quoi quand on dit atterrissage en douceur? Alors, c'est principalement les conséquences liées à la faillite ou à l'arrêt de l'activité, puisque effectivement l'entrepreneur, lui, il va survivre à l'arrêt de son entreprise. La société, elle, déclarée en faillite ou qu'elle arrête, ça veut dire qu'on a soit participé à son euthanasie, soit elle est décédée d'une mort assez brutale. Mais par contre, l'entrepreneur, lui, il a une vie après. Et c'est le principe des multi-entrepreneurs. C'est un essai-erreur qu'on l'on fait perpétuellement. Et donc, il faut, pour lui permettre de rebondir, qu'il ait le moins de conséquences personnelles, entre autres, au niveau de la perception qu'il a de lui-même et de sa capacité à entreprendre, et puis surtout au niveau de son patrimoine. Oui. J'aimerais juste challenger l'approche des investisseurs en fait là-dedans. C'est que finalement, si dès le début, on t'avait dit tu dois être profitable, tu dois générer du cash, tu aurais par exemple dit je vais faire de la pub, tu aurais mis ça au cœur de ton business model et donc tu aurais peut-être fait 50% de ton temps sur les podcasts, 50% sur la pub. Et donc en fait, c'est parce que les investisseurs ils jouent un peu à la loterie. Et ils s'en foutent de ton business model, ils s'en foutent si tu vas générer du cash tout de suite. Ils se disent, j'en ai bien 1 sur 10 qui va faire x10. Que finalement, tu arrives dans cette situation-là, ça retarde ta mort. Et après, y a tout l'aspect amortissement. Mais si au début, on t'avait dit, Antoine, tu dois générer du cash tout de suite, parce que c'est une niche, c'est pas un grand marché, je pense que je dis pas que vous y seriez arrivé, mais vous auriez travaillé complètement différemment. Quoi. Et je pense ça aussi. Et tu n'aurais pas eu le contre-coup de dire, je dois faire 1 an de sales. Tu l'aurais mis tout de suite dans ton business model. Ça aurait marché, ça aurait pas marché, mais tu aurais pu le savoir tout de suite. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ? Je pense qu'avec le manque de maturité que j'avais à l'époque, je ne les aurais pas accepté, ces investisseurs. Pour être totalement transparent, ce qui aurait potentiellement été une erreur. Et je pense que sur un gros marché, le postulat que j'avais pris de potentiellement faire grandir cette communauté, c'est possible. Alors, sur la Belgique, effectivement, c'était une erreur. Mais je pense que si on est sur un marché européen, en faisant des podcasts en anglais, en disant c'est du savoir pour tout le monde, je pense qu'effectivement, il faut penser à son business model.
Mais cette stratégie risquée, effectivement, de baser tout sur la croissance de la communauté existe. Je suis encore convaincu de ça, même si j'ai fait faillite à cause de ça, entre guillemets. Mais avec un marché, effectivement, beaucoup plus intéressant. Mais après, je pense qu'aussi, c'est important que ça rejoigne aussi ta vision et ta mission que tu veux donner à ton entreprise. Si l'investisseur te pousse à sortir de l'endroit vers où tu vas aller, là, il y a une mauvaise adéquation entre toi et tes investisseurs, ce qui n'est jamais bon. Exactement. Et si je reviens aussi sur l'aspect landing et mort d'une société, enfin, nous, entre guillemets, entre qu'investisseurs publics, ce qu'on fait vraiment aussi attention, au-delà de l'entrepreneur, mais c'est comme aussi valoriser les équipes, valoriser la technologie. Donc, c'est pas parce qu'une entreprise a un business model qui ne tourne pas ou qui n'est pas assez rentable que la technologie ou les équipes sont mauvaises aussi. Et donc, il y a tout un travail aussi de comment est-ce qu'on peut revaloriser ces éléments-là. Et j'ai le cas ici actuellement, pour ça que j'y pense, d'une start-up où ça n'a mené à rien, mais par contre, on essaie de retrouver un repreneur pour l'asset en disant que c'est une technologie qui pourrait servir à une autre société. Et donc, nous, en tant qu'investisseur public, on a fait notre mission, en fait, parce qu'on crée une dynamique économique. Donc là, tu appelles les entreprises de ton portefeuille, tu dis on a un truc qui est pas mal, comment... Oui, voilà, soit des entreprises du portefeuille, soit le réseau, on active le réseau, on active des connaissances, on sait bien quels sont déjà les acteurs qui pourraient acheter, parce que c'est quelque chose d'acheter une technologie existante qui n'a pas démontré son modèle économique. Donc, il y a quand même toute une analyse qu'on doit réaliser et tous des contacts qu'on doit prendre. Et ça, maintenant, vous devez faire plus qu'avant. Tu vois, maintenant, on dit qu'il y a plus de faillites qu'avant, il y a le capital risque aussi plus développé. Maintenant, ça devient aussi un métier d'un fonds, c'est-à-dire, OK, là, j'ai perdu cet investissement-là, mais là, ça vaut quelque chose et donc je dois bosser. Ouais, j'ai un point, macroéconomiquement, 2008, 2009, 2010, quantitative easing, M1 money supply explose, beaucoup d'argent va dans les fonds, et là, en fait, on peut voir qu'il y ait une crise ou pas. Nous, chez Scale Fund, on a un slide là-dessus, l'S&P derrière, et ensuite tu vois le nombre de unicorns. Ça a très peu d'influence. Et en fait, chaque crise permet juste d'avoir plus de liquidité dans le marché, donc les startups vont beaucoup moins regarder où est mon profit, quand est-ce que je dois être profitable. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? C'est que le rêve de la VC a été un peu cassé. Il y a beaucoup de fonds qui ont dit on vous rend votre argent dans 10 ans, c'est 10 plus 2 plus 2. C'est pas si facile de rendre de l'argent comme ça. Pourquoi? Il y a très peu d'M&A en ce moment aussi, parce qu'il y a beaucoup de faillites, mais il y a peu de gens qui veulent prendre des risques dans l'économie d'aujourd'hui. Et nous, par exemple, moi en particulier, mes premiers investissements, j'ai fait avec des amis, on groupe de l'argent et on met ça dans des startups qui au début étaient d'autres amis. Donc on avait un channel très ouvert de dire écoute, fais ça comme ça, et autour d'une bière, on parlait, chacun mettait son expertise. Et maintenant, aujourd'hui, il y a des entrepreneurs, je ne sais pas comment toi tu te sens à propos de ça, mais moi, par exemple, si tu mets dans ton premier deck, mes repreneurs potentiels, ce sont ces personnes-là, et mon exit dans lequel je me dis, ça, c'est ce que je veux vendre à ce montant-là, je trouve pas ça arrogant, mais je pense qu'il y a quand même une certaine d'investisseurs un peu plus âgés que moi qui voient ça comme très arrogant. Moi, je trouve ça bien. Ça veut dire que tu réfléchis, que tu comprends, que tu vas accepter de l'argent, et qu'au final, les gens ne font pas ça juste pour investir. Eux aussi, ils veulent faire partie d'une histoire. Tout à fait d'accord. Moi, pareil, premier, aider des startups et tout ça, et gratuitement, Angel, pas de souci. Par contre, at the end of the day, c'est ce qu'on veut aussi voir. Et aujourd'hui, je pense qu'on parle beaucoup plus honnêtement sur mon exit, c'est autant. Et moi, je demande aux gars, tu veux vendre 100 millions? Comment est-ce que tu translates ça dans un metric que tes devs et que tes sales peuvent comprendre? Ça veut dire que je dois vendre autant de hardware sur l'année. Et tu vois, tu peux le traduire en un metric qui est mesurable et pas rester dans un flou de growth first. Et c'est exactement le système américain. Ça viendra. Et SoftBank, que vous connaissez peut-être, qui ont fait WeWork et tout ça. Vous connaissez peut-être avec qui est à ta côté ou quoi? Voilà, non, d'office c'est bien. Et d'office, pense à ça plus tard. Ouais. Mais c'est pas du tout ce qu'on peut faire en Belgique. On est trop petit pour ça. On n'a pas des fonds d'1 milliard. On peut pas faire 10 réinvestissements. Non, on travaille ensemble, on investit, soyons honnêtes. Et je pense que c'est ça notre rôle en tant qu'investisseur. Privé, fonds, c'est de bosser avec les gars. Et quand ça va mal, moi je suis le premier à dire, j'ai une startup à Boston, ça allait très mal, c'est 2 jeunes gars, 21, 22, je dis, les gars, si ça foire, ça foire. It's life, c'est pas la fin du monde. Et pour eux, évidemment, c'est énorme. Et j'essaye d'avoir cette empathie, de leur dire, calme, le soft landing si jamais, et là ça repart, donc c'est très bien. Et Antoine, est-ce que
évidemment, tu es trop jeune pour dire le regard a changé parce que tu es encore tout jeune, mais donc tu as fait cette faillite-là, Ouais. mais directement, tu es head of marketing d'une des plus belles scale-up à Bruxelles. Voilà, est-ce que ça a été discuté dans des processus de recrutement? Est-ce que ça a été valorisé, le fait que tu as eu ta start-up, que tu aies souffert, tu vois Mais je suis tombé sur Pierre, qui avait lancé Billy Bike, qui a fait faillite, qui a eu la même expérience que moi. Donc lui, il sait de quoi il parle. Et donc j'imagine que pour lui, ça a plus été vu comme un avantage que comme un inconvénient. Pas d'avoir fait faillite, mais d'avoir eu une activité entrepreneuriale. Donc ça m'a plus servi. Et on pourrait se dire, mais tiens, comment il a fait pour retrouver si vite, entre guillemets. Ben, je sentais le truc venir quand même parce que ça faisait des mois qu'on essayait de trouver un repreneur comme vous venez d'en parler. Maintenant, on avait une base d'utilisateurs. Ben, de nouveau, sur les 250 000, on les avait pas tous, utilisateurs en Belgique. Vous en avez combien? On avait plus ou moins 100 000 utilisateurs. C'est propre, actif. Pas actifs, justement. Donc, beaucoup moins d'actifs, ce qui est le nerf de la guerre pour des user-generated content. Ouais. Et donc, on cherchait. Il y avait des potentiels plans sur la table de plusieurs entreprises, plusieurs repreneurs potentiels. Mais ce qui a fait précipiter le truc, c'est vraiment le fonds public qui a dit les gars, maintenant, on rappelle le prêt, time. Mais je bossais déjà chez Popo. Fonds public qui n'est pas au lien entreprendre. Hein. Voilà. Il n'aurait jamais fait ça, évidemment. Mais je pense que, allez, si je reprends vraiment beaucoup de recul avec ma situation, parce que au premier abord, on se dit, oh putain, ils nous ont mis dans la merde, c'était fini. Non, ils ont des KPI, des choses à regarder, ils ont des tableaux, à un moment donné, oui, non, ok, eux c'est non, ça faisait 4-5 mois qu'on ne payait plus. Il y a des décisions à prendre qui sont parfois un peu difficiles, c'est un concours de circonstances aussi, et c'est comme ça, et on passera à autre chose. Investisseur public ne veut pas dire qu'on laisse l'argent le dépenser n'importe comment. On parlait justement d'Elon Musk qui était là pour un peu rationaliser tout ça. Je pense que notre devoir aussi est de bien gérer l'argent que le public nous donne. Oui, oui. Et comme entrepreneur, aussi pour en avoir côtoyé beaucoup, pour avoir été dans une situation un peu similaire à la tienne, avec une fin légèrement différente, parce qu'en Belgique, liquider vos faillites, franchement, c'est horrible, la procédure, c'est vraiment insupportable, ça coûte de l'argent et tout. Tu me fais peur là, Thierry. Je commence là. mais tu te dis aussi, il est temps que je passe à autre chose, quoi. Tu vois, t'as essayé pendant 3-4 ans, t'as fait ton meilleur effort, t'as fait plein d'erreurs et tout, c'est pas ça, évidemment, mais à un moment, tu dis, ok, quand t'es dans ta boîte, c'est tout pour toi, ta boîte. Ça, moi, ça gagne parfois sur ta famille, ça gagne sur tes amis, ça gagne sur tout. Et à un moment, c'est aussi un service que ça s'arrête pour dire, ok, moi, Antoine, je suis autre chose, je ne suis pas que cette start-up-là, je ne suis pas défini que par ce projet-là. Tu es tout jeune, tu vas encore créer peut-être 10 boîtes, tu vois, d'ici là. Et c'est aussi de se dire, il faut aller au bout des choses, mais à un moment, savoir dire stop et redémarrer autre chose, c'est pas une lâcheté. Après 4 toits, c'est pas un truc. Évidemment, il faut aller jusqu'au bout, il faut l'avoir fait, sinon on se fait défoncer. Mais je te rejoins à fond là-dessus. Mais je pense qu'on est un peu tiraillé entre le côté on en a marre, on a envie que ce soit fini. En fait, à partir du moment où il y a eu faillite, c'est peut-être 3-4 mois dans ma tête avant que je savais que c'était fini. Et donc j'ai eu le temps quand même de m'y faire. Maintenant, c'est un peu comme avoir quelqu'un dans sa vie. EasyLabus, ça faisait bientôt 5 ans. Et donc du jour au lendemain, tu te dis... Moi, j'imaginais pas ma vie sans EasyLabus. On dirait que je parle de l'amour de ma vie. Mais et en fait, j'ai pas encore eu, je t'en ai déjà parlé, ce moment où je me dis, ah putain, c'est fini quoi. Il va arriver, je crois. Mais je sais pas, j'ai un peu la mentalité que tu viens d'expliquer, donc je me dis que c'est un projet parmi tant d'autres qui vont arriver. Et pour l'instant, j'ai pas ce truc qui m'aide vraiment mal, quoi, vraiment mal psychologiquement. Et je pense qu'en fait, quand on parle de réussite ou d'échec, il y a une investisseuse chez nous qui avait investi et elle a vendu sa boîte. Le lendemain, elle était vraiment pas bien et c'était une réussite. Elle avait fait même au niveau du service, mais même au niveau cash, elle avait une grosse réussite, mais le lendemain, elle s'est dit putain, qu'est-ce que je fais de ma vie? Donc que ce soit un échec, une faillite ou une réussite, on est tous les deux un peu, quand on se sépare d'un gros projet comme ça, pas bien quoi. Et donc, un peu plus facile quand même. Oui, c'est l'autre côté. Tu vois ça souvent que tu disais ça, tu vois ça, il y a une détresse, pas une détresse émotionnelle, c'est pas ça que tu as dit du tout, mais il y a un manque quoi, qui s'installe quand t'es une faillite et donc t'as plus ta... Bien sûr, ça mange de la famille. Donc, et puis pour cette boîte justement, tu as sacrifié des week-ends en famille, des soirées, tu as mis tout ce que tu pensais comme énergie. Et ce que tu disais est très important, il faut savoir se fixer des lignes rouges. C'est-à-dire qu'à un certain moment, ok, je vais au maximum, mais pas au-delà de ma limite. Parce que sinon, c'est là qu'on se crame personnellement, c'est là qu'on crame aussi son patrimoine personnel. Et je pense qu'il y a possibilité de réussir une faillite. Parce que quelque part, quand tu es gamin, tu apprends à marcher en tombant, et puis tu te relèves, tu te fais des bosses, et puis hop, tu continues, tu cours, et puis un jour tu fais un marathon.
Quand tu es dans l'entrepreneuriat, c'est exactement la même chose. À un certain moment, ce sont des essais-erreurs, mais tu dois pouvoir garder suffisamment d'espoir en l'avenir pour dire « ça ira mieux demain ». Mais pour ça, il faut aussi éviter des conséquences qui peuvent être dramatiques. Hein. Et typiquement, on en voit beaucoup trop qui s'attachent désespérément, tu as une sorte de déni, et puis commencent à dire « ok, je me mets caution personnelle pour sauver, pour réinjecter du cash dans ma boîte ». Non, il faut savoir quel est le rôle que l'on prend. Je suis investisseur, je suis start-upper, mais si à un certain moment je mets de l'argent personnel, que je mets ma vie en hypothèque pour cela, là les conséquences peuvent être dramatiques. Merci pour ton retour. On va aller un peu voir du côté de chez Christian, qui a une autre histoire à nous raconter, mais une histoire, tu m'as envoyé des slides. T'as cru que j'allais pas aller les voir, j'ai été les voir, ils sont incroyables, je les mettrai en lien de commentaire de l'émission, c'est vraiment, si tu veux voir la vie d'une start-up, enfin c'est vraiment magnifique, et je vais revenir sur, parce qu'on en a parlé de la fin, mais les débuts. Il y a un slide sur les débuts qui est parfait. Raconte-nous un peu de Renova. Voilà, tu t'attendais à des débuts, tu as investi toi-même dedans, tu t'es mis des règles, hein, j'en parle pas à la maison, ou en tout cas c'est... Pas à la maison, 100 000 € maximum, pas de caution personnelle sur les prêts. Et dans 2 ans, il faut que ça marche, que ce soit profitable. Donc j'étais un peu plus vieux quand j'ai démarré, j'avais fait une business school, j'avais été manager dans une grosse boîte. Et par contre, j'avais un bon job à Anvers, belle BMW de fonction, et j'ai démissionné. Et en plus, je me suis marié à ce moment-là, donc ma femme s'est mariée avec un chômeur. Je suis encore allé m'inscrire au VDAB, je crois, en Flandre. Et donc ma femme s'est mariée avec un chômeur en 2010, et là j'ai démarré. Et donc je suis passé de 200 mails par jour, de 200 emails par jour à 0. Et là, c'est la sueur froide parce que tu regardes ton téléphone. À l'époque, j'avais encore un BlackBerry. En fin de journée, et tu n'as pas eu un mail. Tu n'as personne qui t'a appelé. Et tu es en sueur froide toute la journée pour savoir comment tu vas y arriver, quoi. Parce que j'avais quand même bien planifié le truc. C'était sur ma niche que je connaissais, les trains. Je connaissais les décideurs. J'avais un ancien stagiaire qui avait démarré avec moi, qui était un génie de l'électronique. Donc on avait vraiment tout pour se lancer. Et la première année, c'était le silence absolu, quoi. Pendant 1 an ? Donc, pendant 1 an, c'était le silence. On a réussi à signer un premier petit contrat quand même au bout de 9 mois. Mais donc, tous les mois, les premiers 9 mois en tout cas, je m'étais au pot. J'avais prévu d'investir 100 000 €. On avait une subvention d'Innoviris qui attendait que le client signe. Le client signe attendait qu'on ait le prêt bancaire. Le prêt bancaire attendait qu'on ait Innoviris. Classique. Et donc, Innoviris, c'était un peu la clé de voûte. Ils voulaient qu'on ait développé le hardware. Donc nous, en fait, on a bootstrappé sur nos propres fonds du développement hardware. Ça, je recommande à personne. Je regarde tout le monde qui fait « oh putain ». Et sur des clients de type gouvernement, donc des chemins de fer. Donc on a bootstrappé de hardware dans la GovTech. C'est atroce. Et le sales cycle de 12 mois. Avec des sales cycles 12 mois, non, j'ai eu des sales cycles de 8 ans. Prochaine startup qui se plaint, 8 ans, hein. 8 ans le sales cycle. Okay. Donc, le client qui dit ouais, j'ai des problèmes et il décide pas. Parce qu'en fait, on est une startup et il travaille que avec des gros. Il travaille que avec IBM, il travaille que avec SAP, il travaille que avec Capgemini. Et nous, on arrive en 2010, on dit regarde, on est l'avenir. C'est avec nous que tu vas avoir une solution qui va marcher et tout. Et je dois dire, le premier client à 9 mois qui a signé, c'était un client visionnaire. Parce qu'on est arrivé, je me souviens, on avait du PowerPoint. On a acheté quelques câbles et des petites cartes électroniques sur la table. Et on a dit, avec ça, on va te connecter ton train. Oui, bien sûr. Ça m'a encore de l'avoir fait. Et je l'ai revu après et je lui ai dit, tu sais, on n'avait rien. On avait déjà plus de sous à l'époque. On n'avait que des idées. Mais lui, il venait de l'aviation. Et il avait vu que les business models de télématique et de connecter les avions à distance, ça fonctionnait. Et donc, ça, je ne le savais pas. Mais il avait compris qu'en fait, on allait y arriver. Il a compris avant nous qu'on allait y arriver. Il nous a passé un contrat. Et c'était une filiale d'Eurotunnel. Donc Eurotunnel, c'est quand même une grosse société. Et au début, ils voulaient une garantie bancaire. Et donc je leur ai dit gentiment, si vous voulez une garantie bancaire, il n'y aura pas de projet. Parce que je devrais la donner personnellement et je ne la donnerai pas. Et donc ils ont accepté de nous donner un acompte qui nous a donc financé sans garantie bancaire, sur base de PowerPoint. Ah, ça, c'est visionnaire. Ouais. Et avec du hardware. Et pour raconter, parce que donc, ça c'était très bien fini, on va en parler, mais donc les étapes pour y arriver, c'était compliqué. Quand on voit tes liquidités, tu as fait un tableau de liquidité, là, il n'y a rien. En 4 ans, il n'y a rien. Et à un moment,
pour raconter que la fourberie est possible dans tous les métiers, même dans le train. Est-ce que j'ai bien compris où tu as livré du matériel à un client qui ne marchait pas, espérant qu'il ne regarde pas trop, qu'il signe, qu'il paye la compte pour pouvoir développer le matériel qui marchait et lui livrer Donc on l'a fait tout à fait consciemment. Et en fait, pour moi, c'est même éthique en fait, parce que si on ne le faisait pas, on était mort. Et donc, si on ne le faisait pas, on ne répondait pas à notre promesse qu'on avait fait à notre client et on n'avait aucune chance d'y répondre par la suite. Donc, c'était 2013, on était déjà 1 an en retard sur le développement du projet Innoviris, justement, le fameux qui a été débloqué au début, sur le boîtier qu'on appelait le boîtier Railster, qui est un boîtier qu'on mettait dans les trains, un boîtier électronique. Le boîtier ne marche pas. Il y a mon génie électronique qui est dessus. Ça marche pas, il y a des bugs hardware. Il y avait aussi un génie du software, ils étaient 2. C'était des gars, c'était leur premier job, 22, 23 ans. Donc j'avais en réunion et je leur criais dessus. Je dis, les gars, si ça marche pas, on arrête tout, on est mort, quoi. Et je leur disais, regardez les gens là, ces gens-là, ils seront au chômage, on pourra plus payer leur salaire et tout. Et donc j'étais obligé vraiment de leur expliquer. Mais c'était des gars quand même qui avaient un bon caractère bien trempé. Et donc on voyait qu'on arrivait à le faire marcher un peu plus. Chaque fois, il marchait, il tenait 2 semaines et puis le client nous le renvoyait. Et alors, on avait une commande de 30 boîtiers où on allait récupérer, donc on avait eu la compte et puis on devait récupérer les 70% du paiement à la livraison. Et donc, c'était le mois de juillet et on dit, écoute, on livre. C'est un client qui payait à 30 jours. Il payait bien. Donc, ils vont nous payer fin juillet. Et là, on allait tomber à 0 de trésorerie fin juillet et on avait à peu près 40 000 € de salaire à payer. Donc, les 70% allaient juste payer les salaires de ce moment-là. Donc, plan de trésorerie, c'est qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort. Enfin, tu connais. Hein. Et donc, on fait une décision consciente de livrer les boîtiers sachant qu'ils ne marchent pas. C'est des briques. On les livre, ils nous payent, on en produit d'autres, on les fait marcher. Et en septembre, on y va en voiture et on va parce qu'on savait qu'ils n'allaient pas les installer tout de suite. On savait qu'ils étaient un peu lents. Et donc en septembre, début septembre, on les appelle, on dit bon, c'est couvert par la garantie, on va vous les remplacer, il y a un problème dessus. Et donc ils s'en sont rendus compte? On leur a dit après. Okay. Mais on leur a dit après qu'ils aient payé. Vous leur avez dit totalement transparent, genre on vous a envoyé des trucs sans scrupule. Okay. Mais il rigolait, il le savait aussi. Il dit je suis content que vous. À la limite, ils étaient contents de nous avoir payé en fait, parce qu'ils savaient que ça nous maintenait en vie. Okay. Vous avez des services. Léopold, est-ce que tu veux tu vas devoir y aller parce que une mission t'attends. Exactement. Plus qu'une émission, vous vous rendez compte, enfin, on est chez le roi là, on est chez des Weber, enfin, on est sur un truc du style, on peut rien dire d'autre. Qu'est-ce que tu peux dire pour conclure Moi, peut-être 2 petites choses rapidement. Première chose, je pense que c'est important de bien définir son besoin de financement à la base. Et on sait bien qu'un projet prend toujours beaucoup plus de temps. Christian est d'accord avec toi. Il avait bien défini. Prend toujours beaucoup plus de temps à développer et donc il faut bien le définir en amont. Oui. Et deuxième aspect, en tout cas, encore une fois, je reviens un peu là-dessus, sur notre application. En tant que fonds public, encore une fois, c'est important qu'on soit là dans les mauvais moments aussi et soutenir les gens lorsqu'ils en ont besoin. Et je pense que c'est un peu ce qui nous différencie de certains fonds privés derrière. Ce qui est fun de dire, ok, parfait. Merci en tout cas. Merci beaucoup à toi, merci Léopold. J'ai présenté ça dans une école à Bruxelles et on m'a posé la question, est-ce que c'est éthique? Et moi, je considère que c'est éthique en fait. Parce qu'on était relativement transparent avec le client. On attendait qu'il nous paye quand même. Ouais, transparent. Après, mais on savait qu'on allait être capable d'exécuter derrière. Et comment vous pouviez savoir ça? Parce que potentiellement, vous ne saviez pas... Donc j'avais les réunions avec mes deux, mon hardware et mes 2 génies du hardware et du software. Et en fait, tu regardes ta courbe d'amélioration. En fait. Okay. Nous, c'était sur la techno. Tu vois, donc on savait qu'il y avait un bug après l'autre, on enlevait les bugs les uns après les autres et on y arrivait quoi. Okay. Parfois enlever un bug, c'était souder des composants à la main à l'hôtel à 2h du matin, avant de livrer au client le lendemain. Ça arrivait. Et tu vois, là tantôt on parlait de s'accrocher. Et moi je pense que dans une startup, tu as besoin d'être un cow-boy et de t'accrocher quand même longtemps. Parce que justement, tu vois, 4 ans, sales cycle et autres, que tu te dis, ok, donc cette notion de dire maintenant ligne rouge, c'est extrêmement difficile parce qu'en plus on est humain, donc elle change, ta résilience devient plus grande, ça c'est un truc que je trouve important. Au point de Léopold, dans un fonds privé, on met de l'argent aussi. Donc c'est aussi mon argent. Quand je donne à un investisseur, il me donne son argent, mais moi je mets aussi le mien et on a investi. Quand je fais les investissements avec des amis que je fais en business angel, jamais personne ne met plus que moi et je facture rien. Donc vraiment cette notion de je suis aussi cow-boy que, et j'ai été entrepreneur pareil, ne pas se payer, tout ça. Et moi je trouve cette red line, c'est extrêmement difficile. Et en plus de ça, j'aime bien le petit triangle. Là j'ai 2 startups.
qui ont des noms pour des boîtes belges qui travaillent avec des noms comme ça, c'est assez impressionnant. Et j'espère qu'ils peuvent communiquer dessus bientôt. Par exemple, maintenant, ils font une levée de fonds, on ne peut pas dire ce nom. Donc, et ce chicken and egg, je trouve ça extrêmement difficile. Et je pense que là, justement, parler à des gars qui donnent des contrats parce qu'ils ont compris que ça va faire quelque chose, et ça, c'est les bons business angels, c'est les bons fonds qui disent « Ok, mais tu sais quoi, donne-moi le nom en oral, tu ne peux pas vraiment vérifier, tu peux demander un email, et puis tu y vas. » Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est très, très, très difficile en Belgique, parce qu'on est petit, tu as vite fait le tour, et que des choses, elles changent, et que voilà, il faut vraiment être un cow-boy pour être entrepreneur, quoi. Et sur cette notion de, justement, il faut tenir, qu'est-ce qui t'a fait tenir, toi, alors, pendant ces années Ouais, ça serait une question que j'ai tu nous souvent, racontes, parce que si tu vois la courbe de trésorerie, tu te dis, qu'est-ce qui nous a fait tenir? C'est qu'en fait, on avait quand même le chiffre d'affaires qui doublait chaque année, les premières années. Donc au début, on avait 100 000, après 200 000, 400 000, 800 000. Donc ça, c'était un peu mon métrique. Même si tout l'argent qu'on gagnait, on le dépensait. Ça me disait qu'il y avait quand même une certaine validation par le marché. Donc c'est ça qui nous a fait continuer, mais ça a été extrêmement dur humainement. J'ai des personnes qui ont fait un burn-out, puis ils sont revenus, ils ont refait un burn-out, ils sont revenus. Il y a des histoires humaines comme ça en fait, hein. Donc ça a été très très dur tout le long. Je crois que c'est aussi un peu la trempe des gens, et il faut être un peu armé pour. C'est pas juste prendre des risques, être un cow-boy, il faut savoir exécuter, il faut savoir négocier un contrat, il faut savoir faire un plan de trésorerie, il faut savoir appeler les employés en disant on va louper le payroll ce mois-ci, si tu as un propriétaire tu l'appelles, si tu as une banque tu l'appelles. Ça on l'a loupé 3 fois nous, le payroll. Et donc 3 fois j'ai appelé les employés un par un pour leur dire appelle ton propriétaire pour dire que tu vas être en retard sur ton loyer. Parce qu'une fois qu'on a cette transparence-là, même si c'est pas aux employés de prendre ce risque-là, ils le comprennent. Et puis on passe l'étape ensemble. Donc c'est un peu ça qui nous a fait tenir. Et tu as beau se rappeler cette boîte pendant longtemps, et puis le succès venant, qu'est-ce que tu t'es dit? Tu voulais un exit, tu voulais te reposer, tu voulais être plus grand et conquérir. Quel était ton raisonnement derrière Nous, on a construit l'exit et la profitabilité dès le début dans le business model, hein. On savait que on allait avoir un run certain mais limité, parce qu'on fait face à des gros, hein, à des Siemens. Nos concurrents, c'est Siemens, Alstom, donc c'est pas voire SAP, donc c'est pas des tout petits. Donc on a construit l'exit dès le début. Par contre, à un moment donné, en fait, un truc qu'on n'avait pas prévu, c'est que nos clients, qui sont des très gros chemins de fer, ils ont fait énormément de projets en interne, et ils n'ont pas acheté chez nous, ils ont fait en interne. Et ça a divisé notre marché par 10. Donc en fait, un petit peu comme toi, où on avait dit, on va avoir tous les trains d'Europe, et il y avait 130 000 trains en Europe, et on va faire 15% ou 10% de ce marché-là, donc on va faire 13 000 trains facilement. Et ben, le marché s'est divisé par 10. Et ça, si on avait eu des investisseurs, je pense que c'était un shutdown event. C'est 2015, on a su ça. Les investisseurs qui avaient donc investi pour un marché de 130 000, pour moi, c'était un shutdown event. Et moi, là, il y avait une vraie... Pas pour tout le monde, parce que par exemple, il y a des boîtes en SaaS. Très souvent, là, j'ai investi dans une boîte où on m'a dit, tu peux me faire des intros, et j'ai fait déjà des intros, et ils m'ont dit dès le début, mais évite à tout prix l'IT. Parce que l'IT, dès qu'ils entendent ce qu'on fait, ils disent, donne-moi un budget, je le fais. Sauf qu'ils ne le font pas. Et leur plus grand client, c'est une boîte de logistique qui fait plus d'1 milliard par an, chiffre d'affaires, ont essayé 3 ans. Et en fait, c'est là que moi j'ai dit, en fait, donc eux, ils ont essayé, et puis ils vous ont pris, le cycle a été très très court, et ils ont dit, ouais, c'est comme ça que ça s'est fait. Et je dis, ok, bah alors c'est intéressant, parce que les autres, ils vont peut-être essayer, et ils sont en train d'essayer, parce que c'est une problématique commune. Donc ça dépend de nouveau de l'investisseur et que tu as, mais bon, hardware, software, mais... Surtout le gouvernement, moi, pour qu'un projet fail, il faut que les gens partent à la retraite. Donc ça peut prendre un certain temps, tu vois. Mais il faut être combatif, quoi. Il faut voir la même chose. Mais du coup, par rapport aux ambitions, les ambitions étaient réduites en fait. Parce qu'on n'avait pas prévu qu'il y aurait autant d'argent public pour construire des solutions digitales en interne, parfois à 100 fois plus cher que nous en fait. Mais ils ont réussi. Mais à 100 fois plus cher, avec une réussite limitée en fait. Voilà, et c'est pour ça Qu'est-ce qui est important à ce moment-là? Parce qu'il fallait que ce soit, je passe la souveraineté, il fallait que ce soit une solution allemande par exemple. Souveraineté, contrôle interne. Alors ça, du coup, moi j'ai mis longtemps à comprendre que la souveraineté finalement c'était leur critère de décision numéro 1. Et parce que nous on était perçus comme une solution concurrente finalement et anti-souveraine.
Et du coup, on a changé toute notre stack technologique pour offrir la souveraineté par build-in, en fait, par défaut. Et maintenant, on est en phase, en fait, avec leurs attentes. Mais c'est un truc où j'ai mis beaucoup de temps. C'est une des grosses erreurs que j'ai faites. De m'adapter, finalement, de ne pas m'adapter à la demande de mes clients, qui était, je veux un truc que je contrôle. Parce que nous, on disait, non, on fait tout en SaaS, c'est tout qui est managé, tu payes, ça marche. Et ça, ils veulent pas. Okay. Ils veulent pas que ça marche, ils veulent faire eux-mêmes, en fait. Merci beaucoup pour ton Je peux juste dire un expérience. petit mot. Moi, j'aimerais remercier Antoine de parler de son expérience parce que ça vaut beaucoup plus pour les gens qui nous regardent d'un succès, parce qu'on a le survival bias, comme on dit en anglais. On voit que les entrepreneurs qui réussissent. Mais moi, j'ai rencontré d'autres entrepreneurs qui n'avaient pas réussi dans le passé et ça m'a énormément appris. Et donc, bravo, parce que je pense que c'est hyper riche. C'est gentil, merci. Avec plaisir. Et bienvenue à une prochaine Fair Cup Night. Hein. Oui, ce que je dis est tout à fait juste. Tu es évidemment le premier choix, mais avant de savoir quel était ta nouvelle arme, j'ai appris par hasard, parce qu'on s'est contacté avec Poppy justement et j'ai appris ça. Tu nous as mis en relation avec plein d'entrepreneurs déjà sensibilisés, mais qui ont dit écoute, c'est trop tôt, et je comprends tout à fait, trop tôt d'apparaître, j'ai pas envie, je viens de commencer, de reprendre une nouvelle boîte, je veux pas que mon nom soit associé. Il y a un deuil qui est à faire. Oui, et la petite histoire, c'est que un entrepreneur ou une entrepreneuse qui apparaît dans une vidéo qu'on a faite il y a très longtemps sur la faillite m'a contacté pour être retiré, pas parce qu'elle avait honte de ce qu'elle disait, mais quand on tape son nom dans Google, le premier résultat c'est nous. Et cette personne dit, écoute, ça fait 5 ans, je suis maintenant bien autre chose que ça. C'est gênant pour moi donc merci beaucoup d'avoir pris parole parce que c'est pas évident, c'est pas facile, il y a toujours un regard quelque part et bravo pour ce rebond évidemment, je sais pas. Merci. Peut-être que je ne mesure pas encore les répercussions de cette vidéo, mais et je te demanderai de me supprimer. Exactement. Peux-tu me brouiller s'il te plaît? Nickel. Et maintenant, on va finir cette émission par une note plus douce. On va accueillir donc un entrepreneur qui lui est au début de l'aventure. Et c'est bien qu'il n'ait pas écouté tout ça maintenant. Ouais. Pas le décourager. Il n'a pas vu ton premier slide, il n'a pas vu ton aventure, il est vraiment au tout début. Il va venir pitcher et vous allez après, déjà, vous donnez vos feedbacks d'entrepreneur senior un peu sur son pitch. Et si le match se fait, tiens, est-ce que vous pourriez l'aider? Est-ce que une mise en relation, je ne parle pas d'un chèque. Tous les chèques sont évidemment les bienvenus, mais vous pouvez l'aider, vous le sentez, c'est le moment de le dire et voilà, on fait un pay it forward à un petit niveau ici, on essaye de faire ça. Donc évidemment, de faire un magnifique accueil à Raphaël. Raphaël, bienvenue. Donc Raphaël, tu connais les règles, tu as 1 minute, on va la recommencer évidemment, okay, pour nous pitcher, et ces entrepreneurs d'investissement ici seront là pour t'aider, je l'espère. Et t'aider, de toute façon, voilà, c'est parti. Merci. Donc pour ceux d'entre vous qui connaissent un peu la grande distribution, vous savez que le libre service, c'est un pilier fondamental. Et il y a un phénomène qui pèse là-dessus, c'est le vol à l'étalage. Et donc, 14% d'augmentation par an, c'est un problème qui a coûté 80 millions en Belgique en 2023. Et donc moi, je m'appelle Raphaël. Quand j'ai été diplômé d'HEC, il y a plus ou moins 5 ans, j'ai travaillé dans la grande distribution et donc j'ai été confronté à la problématique tous les jours. Et j'ai aussi été confronté à l'inefficacité des solutions qui existent. Donc j'ai créé Secura, qui est une start-up basée à Liège. Et on a développé la nouvelle génération d'antivol, notamment avec les alcools, pour commencer. Parce que les alcools, c'est le type de produit qui pose le plus de problèmes. Et donc, on a créé un antivol qui se met sur le goulot de la bouteille, qui est une innovation pour 2 raisons. La première, c'est que si la bouteille sort du magasin sans passer par la caisse, il n'y aura pas accès au liquide. L'enlever, ça fragmente la bouteille. Et le deuxième point, c'est le dispositif de désamorçage aux caisses, qui est le seul moyen de l'enlever. Donc, plus d'aimant. C'est si stressant. C'est un timing incroyable. Bravo. Hein? Quelles sont vos questions, réactions? C'est qui ton client? C'est le supermarché ou c'est l'assureur? Le supermarché franchisé dans un premier temps, parce que le processus décisionnel est plus court et ce sera plus facile de... Et tu as calculé le ROI de combien ça coûte versus combien il gagne, oui, en réduisant les vols? Oui, tout à fait. Ouais. La performance d'un point de vente, d'un supermarché, on l'évalue en chiffre d'affaires par mètre carré. C'est plus ou moins entre 5 et 10 000 euros selon la superficie, 2% de marge. Dans le rayon alcool, c'est 10% de perte totale du rayon. Donc, c'est sur un supermarché qui fait 6 millions par an, il perd 120 000 euros.
dû à la démarque inconnue, donc le vol en grande partie, le vol d'alcool qui est une grosse part dans le graphique. Et donc, c'est très difficile à évaluer parce qu'on appelle ça la démarque inconnue, c'est pas pour rien, mais je sais que là, pour le moment, on en est à la pré-série industrielle, donc les tests vont pouvoir me dire, en utilisant mon système, combien on fait économiser au point de vente. Voilà. Tu es en test actuellement là-dessus? Ouais. On a un partenariat avec plusieurs supermarchés, mais un en particulier qui ont... Et donc toi tu es pre-seed, seed, t'en es où maintenant? Parce que tu as déjà des clients, c'est pas mal, Ouais. donc post-seed j'imagine. Ouais, c'est ça, ouais. Ok. Ouais. On est en pré-série industrielle, donc on a un proto qui marche. Le gros enjeu, c'est arriver à maîtriser le coût de revient. Parce que, étant donné qu'on a désindustrialisé l'Europe, c'est arriver à avoir une production industrielle, c'est très très difficile et surtout rentable. Et tu veux la faire en Belgique? Non, sous-traiter une partie en Chine, ça je vais pas avoir le choix. Au niveau de l'injection plastique, parce qu'il y aura une grosse partie de la production. Dire tout de suite, la Chine c'est dangereux quoi. Au niveau pays. Oui, l'Asie du Sud-Est, parfois plus intéressant parce que la Chine, ils prennent beaucoup quoi. Et c'est pas la première histoire, je peux t'en raconter quelques-unes. C'est un bon Si point. ça les intéresse, ils prennent. Ouais, Et c'est pas toi avec, en Belgique, avec des fonds qu'on va faire quoi que ce soit quoi. Ils s'approprient la technologie. Ok. Moi, j'ai une petite question. Pourquoi ça n'a pas été inventé avant? Enfin, je veux dire, si la perte est si importante. Ok, c'est un bon point. En fait, le truc, c'est que mes concurrents, donc les boîtes qui font déjà de la prévention du vol à l'étalage, développent leurs solutions autour de la radiofréquence parce que ça permet de vendre des solutions qui sont intégrées. Parce qu'on ne vend pas seulement l'antivol, on vend aussi les bornes de sécurité, on vend aussi le système de caméra. Et donc, c'est dans leur intérêt que ça continue à être la radiofréquence. Mais la radiofréquence, c'est juste un truc qui émet un signal sonore si la bouteille ou le produit passe entre les bornes avec l'antivol dessus. C'est jamais le cas. Toi tu te décourages en fait à la source quoi. Oui, c'est ça. En fait, ces solutions-là, elles imposent l'intervention humaine in fine. Or, personne n'intervient parce que souvent, c'est des étudiants aux caisses, ils ont autre chose à faire. Et donc, en fait, ce qu'il faut, c'est maintenir le libre service parce que sinon, c'est anti-commercial, mais avoir quand même une barrière physique entre le produit et le client. Et l'idée, c'est ça. Et donc, mon business model est basé là-dessus. Et tu fais quoi en tant que valuation et tout ça? Valuation. Valuation, prémonie. Ouais, prémonie. Valorisation. C'est un peu dans le sens du vent pour le moment parce que j'ai pas encore. Je suis désolé de dire. Mais t'es venu pas préparé ou quoi? Allez, on va dire, moi, moins de 300 000 euros, je valoriserai pas, je pense, parce qu'il y a le concept et il y a aussi l'accès, l'attraction client, l'accès au marché, parce que moi, je viens de la grande distribution et puis j'ai Mais mes tu as déjà du contacts. chiffre d'affaires. Oui, mais sur une autre activité qui est liée aussi à la prévention du vol. Donc, je forme les équipes de points de Tu vente. fais de la consultance quoi. Ouais, voilà. Ça c'est dangereux hein, pour les fonds, pas trop dire ça. Ok. Ben là, c'est, Désolé. Pas trop dire, c'est devant 3 caméras. Non, mais si ça marche et que ça vend 300 000 pour une valorisation, c'est ça en français flamand, Ouais, c'est toujours facile. Mais oui, 300 000, tu ne regardes pas du tout 300 000. Je pense que tu dois être au-dessus. Ok. Et c'est pas toujours dans l'intérêt d'un fonds de dire ça. Mais si l'histoire de valorisation a du sens, c'est comme ça que ça va réussir. Si tu fais des choses 300 000, ben, le prochain ne va pas vouloir payer 1,5. Donc il y a une certaine arithmétique là-dedans, mais on peut en parler après. Tu commences trop bas, quoi. Tu dis ta question? Ouais, ton coût de revient, et ton prix, tu vises quel prix de vente tu vises pour le truc? Ça veut attaquer la marge. Ouais, alors ce qu'il faut savoir, c'est que dans ma solution, j'ai le dispositif de désamorçage où là, je vais pouvoir faire le gros de ma marge parce qu'on va pouvoir justifier un prix plus important. Donc ça, je pense qu'on pourrait tabler à première vue sur 90 ED euro pièce hors TVA avec une marge qui serait à plus de une marge brute à plus de 60% l'unité. Par contre, sur les antivols à la pièce, là, ce sera beaucoup moins. Pour être compétitif, il faudrait que je me situe aux alentours des 4 €, entre 4 et 5 €. 4 €, c'est le prix du marché aujourd'hui sur un tag RFID. C'est un peu moins cher, mais étant donné la R&D, étant donné tout le développement qu'on a fait sur le produit et puis le fait que ce ne soit pas la même technologie, ce sera Et justifié. c'est réutilisable in fine. Oui, on fait des tests à l'usure certifiés pour le moment et on évalue la durée de vie à 3 ans s'il y a 2 desserrages par jour sur la bouteille. Okay. Ce qui n'est jamais le cas. Et le surplus de valeur généré par le fait que le voleur perd le produit, donc c'est un déterrant assez fort, comparé à juste se faire attraper par le portique. Ouais. Comment tu évalues ça, tu as fait du A/B testing sur des voleurs pour voir combien ils volent moins, quand il y a le déterrant? J'en connais pas personnellement, mais ce que Penses-tu? Mais ce que je peux dire, c'est que
On a évalué une période d'amorçage d'1 mois entre le moment où on commence à utiliser la solution et le moment où on a un retour, le début du retour sur investissement, des résultats, parce que c'est la période à partir de laquelle ils comprennent. Et le résultat donne quoi? C'est un peu trop tôt pour le dire, mais a priori, ça marche. Il faudrait que j'imagine un système où potentiellement je m'engage à compenser avec un plafond le nombre d'antivols sortis pendant cette période d'amorçage. Ça pourrait peut-être mettre en confiance les points de vente. Mais oui, il faut que les réseaux organisés qui volent et puis les voleurs habituels, les voleurs occasionnels se frottent à la technologie et comprennent la difficulté en fait, que ça engendre derrière, quoi. Ouais. Ça se teste. Hein. Ouais. Et ça ressemble à quoi? Ça ressemble à... C'est un espèce de... T'as pas envoyé une photo à Thierry? Prochaine fois, tu prends avec. Ouais. Mais j'en ai en plus. Ah, mais attends, vas-y, va chercher. J'aurais pu venir avec les protos. Hein. Bah oui, c'est ce qu'on pensait que t'avais en même temps. Parce qu'en fait, j'en ai deux. Pour ça qu'on t'a invité, Raphaël, excuse. Mais non, mais j'en ai deux, ils sont tellement fragiles que j'ai peur de les... Je comprends. Voilà. Bah, alors, montre-nous un peu, on le mettra à l'image après, mais... Donc voilà, ça ressemble à ça. Ok, donc c'est un truc La prochaine similaire fois, tu à... prends avec. Ouais. C'est plus ou moins similaire à ce qui se fait pour le moment. Ça ne dépasse pas le diamètre de la bouteille pour faciliter la mise en rayon. Et par contre, le mécanisme qui est à l'intérieur est totalement différent de ce qui se fait pour le moment. On a quand même implémenté de la RFID, donc la radiofréquence, pour justifier les bornes de sécurité, parce que sinon l'investissement a été fait dans le vide pour la perception des propriétaires de points de vente, mais ce n'est pas l'idée du truc. Je pense que tu penses à beaucoup de choses, surtout dans le côté commercial, mais la partie levée de fonds et autres, ça vaut la peine une fois te poser avec quelqu'un qui a déjà entrepris ou autre. Nous aussi, on veut bien aider, mais par exemple, pour un fonds comme nous, tu es trop tôt, mais tu es clairement dans cette phase Friends, Family and Fools. Ouais. Et c'est là que tu dois en fait t'entourer de gens qui ont fait du hardware, qui croient à ça, qui comprennent ton problème. Et je pense aussi qu'ils vont parler d'exit, qui vont parler, par exemple, à qui est-ce que tu vendrais ceci? Donc toi, ta société, comment est-ce que tu vois l'exit pour l'investisseur? Pour moi, il y a pas 36 solutions, ce sera soit les concurrents, donc ceux qui sont déjà actifs dans la sécurité et la prévention du vol, ou alors, je ne sais pas si je peux citer les noms d'entreprises. Évidemment. Je pense à BEA, Sensor, qui font les portes et les systèmes, qui travaillent déjà beaucoup avec la grande distribution, donc ils ont un carnet d'adresses et ils ont une force commerciale aussi étendue au niveau européen, donc je pense que... Et là, on parle, et leur barrière à l'entrée, c'est quoi pour refaire ceci? Parce que ça m'a l'air visible, on peut le défaire et trouver comment ça se fait. Oui, mais alors le truc, c'est comme mon dispositif de désamorçage qui ne ressemblera pas à ça, ce sera un petit boîtier en caisse, permet à chaque magasin d'avoir un code de désamorçage unique. Même si on arrive mais ça, ils peuvent le faire eux-mêmes aussi. Ils peuvent reprendre l'idée. Donc en fait, ici, quand tu as quelque chose comme ça en hardware, et Christian, correct me if I'm wrong, mais a priori, patenté, et je vais te dire tout de suite en même temps, un patent, moi j'ai des boîtes dans lesquelles on a investi, ils ont un patent, mais tu changes un petit truc, on passe à côté, et en plus un patent, tu dois expliquer comment tu le fais, donc tu donnes à ta concurrence plus ou moins un white paper de comment faire les choses. Donc ça, c'est des choses... Comment tu vois ça? Mais j'ai le brevet qui est en cours de rédaction. Donc ça, c'est le brevet, c'est la même chose, c'est le patent. Toi. On a fait FTO, étude de brevetabilité, donc effectivement, c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de brevet bloquant en Europe par rapport à ce type de technologie-là. Mais le truc, c'est que donc, on a un brevet fort. Donc on a une couverture qui est quand même assez large par rapport à la technologie. Mais c'est vrai que dès qu'on va sortir du Benelux, comme tu dis, je l'ai fait plus pour la valorisation justement de la société. Je pense que c'est important. Et il faut savoir aussi, quand tu as un brevet, tu payes par pays, par zone, annuellement. Et beaucoup de gens pensent, j'ai mon brevet, c'est fini, c'est bon, it's in the pocket. Mais en fait, tu donnes une grosse partie de ton énergie et pour quelque chose qui ne vaut pas toujours tellement. Quoi. Sur un truc comme ça, tu es obligé de breveter. Oui, tu es obligé. Mais ça reste un risque. Il travaille sur le brevet et valorisation. Antoine, tu avais une dernière question? Ouais, juste, j'arrive pas à percevoir, tu parles du désamorceur en caisse, c'est quoi la différence entre un antivol classique? L'antivol qui existe pour le moment, il suffit d'avoir un aimant. Ah, ok. Et on peut l'enlever, donc il suffit d'acheter un aimant sur Internet et on enlève la plupart des antivols. Même si voilà de l'info utile, un bête aimant sur Internet et... J'en ai plein. J'en ai un paquet. Il faut pas l'enlever l'antivol, il suffit de mettre un paquet de chips dessus et ça n'émet plus. Ah si, ça m'arrête. Mais t'avais sur ça quand on était ado. Mais laisse tomber, on apprend que ça c'est... Dans tous les films, tu mets ton téléphone dans un paquet de chips de voleur. On peut faire de la consultance autrement aussi. Incroyable, un paquet de chips les gars. Et donc voilà, et donc c'est plus un aimant. Quoi. Ok, d'accord. Je pense que c'est vraiment t'entourer de bons investisseurs. Quoi.
Ça, c'est le début. Friends, Family and Fools, il y a pas mal d'organisations, Be Angels ou autres, qui peuvent aider avec ça. Je pense ici autour de la table, il y a des gens qui ont travaillé dans l'hardware. Et bien valider la proposition de valeur client. Donc tu es déjà pas mal dessus. Mais vraiment, voilà, ça coûte tant, on va sauver autant sur le rayon alcool. C'est 4 €, mais c'est réutilisé pendant 3 ans. Donc finalement, à la bouteille, si la bouteille elle tourne elle tourne une bouteille par semaine, j'imagine. Donc, Ouais, ça dépend. donc ton coût à la bouteille, il est hyper faible en fait. Ouais. Donc peut-être avoir cette notion de coût à la bouteille et puis de combien de marge tu sauves sur le rayon alcool. Et un autre metric, parce qu'ailleurs Christian maintenant il a retenu 3 ans, tandis qu'en fait tu nous as dit deux utilisations par jour dont tu penses même pas que ça va être le cas. Mais donc dis 5 alors, à la place de, tu dis peut-être pas 6, mais dis 5 et arrête là. Moyenne d'utilisation 5 ans. Parce que maintenant, tu vois, autant Christian que moi, on avait retenu. Le docteur on est d'accord, quand il a fait son premier pitch, il peut te l'envoyer, pas pour investir, mais pour avoir un petit feedback. Non, mais ça avec plaisir d'office, je le fais pour beaucoup de gens. Moi aussi, je regarde avec plaisir. Voilà, regarde ça ici. Voilà. T'as vu aussi, plaisir, je regarde regarderai Christian, c'est parti. Thierry prend sa com. Hein. Moi, évidemment, c'était la phrase d'après. Génial, un grand merci d'être venu faire cet exercice là. Merci à vous d'être venu pour cette émission là. Merci d'être venu nous appeler, de parler de manière macro un peu des faits de ce que vous faites chez Pulse. Merci pour ton trajet et tes slides. On va les mettre dans le commentaire de l'émission. Les slides sont incroyables. Merci Thomas d'être venu. Merci évidemment à Emmanuel, à Léopold qui a dû partir chez le roi pour l'audience. Incroyable intervention. Fabien qui est là dans le fond, merci à toi. On l'a déjà dit, merci beaucoup à l'Union Entreprendre de rendre ça possible aussi. Entreprenez. Il y a des lignes rouges, à savoir si vous savez les placer ou pas les placer. Ça, c'est la discussion à avoir. Mais en tout cas, il y a des gens qui sont là aussi quand les temps sont durs. Entreprenez, amusez-vous bien, soyez en mouvement. À bientôt, au revoir.